Donc j'ai la lourde tâche de présenter cette exposition sur les migrations réalisée par le collectif Migre Europe. Donc à l'issue de cette présentation, David ou François, si vous avez des éléments à rajouter vu que vous êtes partie prenante de cette affaire, n'hésitez pas. Voilà. Tac. Voilà, donc cette exposition, c'est une petite vingtaine de panneaux de 75 cm sur 75 cm, donc qui ont été réalisés par le groupe Cartographie du réseau Migre Europe et dont les productions sont principalement issues de la dernière version de la classe des migrants en Europe, qui est une publication que Migre Europe produit régulièrement. Du coup, là, comme on se situe dans un contexte académique et que Migre Europe est une association, je pensais, avant de présenter l'exposition en tant que telle et présenter pêle-mêle un certain nombre de cartes qui le composent, prendre un peu de temps pour présenter le réseau Migre Europe pour bien saisir les intentions qui sont derrière cet ensemble de cartes. Donc Migre Europe, c'est une association, c'est un réseau européen et africain qui regroupe des militants et des chercheurs dont l'objectif c'est de faire connaître et lutter contre la généralisation de l'enfermement des étrangers en Europe et dans les pays limitrophes et promouvoir donc à travers ces actions la liberté de circulation et d'installation de toutes et tous. Donc c'est une association, mais c'est surtout une fédération d'associations qui regroupe en réalité une cinquantaine d'associations en Europe et en Afrique, comme en France, il y a par exemple ACT UP, la CIMAD, le GISTI, et il y a aussi un certain nombre de membres individuels qui sont des chercheurs, des ingénieurs, des doctorants ou des militants qui sont impliqués à titre individuel dans le réseau. Donc c'est mon cas par exemple. L'idée du réseau Migre Europe, elle est assez ancienne en fait. Elle vient des années 2000, au moment où Nicolas Sarkozy avait décidé de démanteler le camp de Sangatte, à côté de Calais, alors qu'il n'y avait pas, sans proposer pour autant de solution pour les personnes qui se trouvaient là. Donc l'idée, c'était un certain nombre de personnes ont commencé à scruter ce qui se passait là, comment ça se passait. Ça s'est formalisé en 2002 au moment du Forum social européen qui a lieu à Florence. Puis tout ça s'est formalisé dans le cadre d'une association, Migre Europe, à partir de 2005. Alors, les objectifs du réseau sont au nombre de 4. Alors tout d'abord, ce qu'on souhaite faire, c'est rassembler des informations pour essayer de saisir une réalité qu'on n'arrive pas toujours à comprendre. On a parlé de l'enfermement, les migrations, les clandestins, c'est des choses qu'on n'arrive pas forcément à saisir par de la statistique traditionnelle. Il y a aussi une volonté d'utiliser nos propres mots pour décrire la réalité. Donc, par exemple, on ne va pas parler de centre de rétention, mais on va utiliser généralement le mot camp, qui est un mot qui peut faire polémique, mais qui désigne une certaine réalité. Certains auteurs parlent d'un monde de camps, voilà, c'est un terme camp de réfugiés, camps dans lesquels on enferme les migrants, soit avant de les accueillir, soit avant de les expulser. On cherche aussi à faire connaître cette réalité-là, donc à partir de séminaires, de photos, de sites web, etc. Et comme on n'est pas dans une approche également uniquement descriptive, on va essayer de mettre en place des actions pour mobiliser ou soutenir des luttes pour soit dénoncer des politiques migratoires, soit aider les luttes des migrants dans les centres de rétention ou ailleurs. Donc, on est là dans une démarche qui n'est pas complètement scientifique, même si elle l'est en partie, puisqu'on mobilise des méthodes, la méthode scientifique en géographie, en sociologie, en histoire. On essaye d'être extrêmement rigoureux, mais il y a une dimension activisme, puisque notre but, notre logique, c'est de demander la fermeture des camps et de défendre l'idée de la liberté de circulation pour toutes et tous.
Donc, ces aspects-là ont été présentés en partie lundi matin par Olivier Clochard, qui a parlé de son travail dans ce cadre-là également. Donc, un exemple d'action auquel on participe. Donc, en ce moment, par exemple, il y a une initiative européenne issue d'une cinquantaine d'associations sur 7-8 pays en Europe qui s'appelle Abolish Frontex, qui vise spécifiquement l'activité de cette agence qui a pour mission de protéger, entre guillemets, de contrôler les frontières extérieures de l'Union européenne. Donc, il y a tout un tas de revendications. Et dans ces cas-là, Migre Europe est partie prenante de ce collectif pour essayer d'alerter l'opinion publique sur ces thématiques-là. On publie également régulièrement un certain nombre de notes, donc tous les 2 mois généralement, sur des thèmes en particulier. Donc c'est un système de 4 pages avec un texte où un certain nombre de personnes du réseau Migre Europe travaille sur ce texte et il y a toujours dans chacune de ces notes une planche cartographique qui prend une page sur les cartes, qui essaye d'illustrer le texte ou d'apporter des éléments narratifs explicatifs supplémentaires. Donc la dernière note portait sur les contrôles biométriques des migrants en Afrique principalement. La prochaine portera sur les mobilités empêchées à cause de l'épidémie de Covid-19. Pour saisir cette réalité migratoire, on est aussi amené, donc ça Olivier Clochard en a parlé aussi un petit peu également, à construire des bases de données. Donc on a un gros chantier sur la construction d'une base de données assez documentée, donc avec une méthode pour le coup extrêmement scientifique et rigoureuse, sur les camps, les centres, les lieux d'enfermement pour étrangers, donc en Europe et dans les pays voisins de l'Union européenne. Donc on a mis tout un système de bases de données participatives où chaque chiffre saisi est documenté précisément pour faire un vrai travail de collecte et de veille. Et ça nous permet de réaliser ce qui est un peu notre carte de visite, sans mauvais jeu de mots, c'est la carte des camps. Donc là, c'est la 6e édition. Donc qu'on publie régulièrement, où on localise les lieux d'enfermement des migrants. Et donc on traduit cette carte, on a une version en ligne, on a des versions papier, différents types de supports pour essayer vraiment d'informer et d'alerter sur cette situation. J'y reviens pas, Olivier en a parlé la dernière fois. Donc, on diffuse nos travaux dans des magazines quand on peut. On essaye d'interagir avec le monde politique, donc par exemple en participant à des rapports à la demande de tel ou tel groupe politique. Donc ici pour la GUE-NGL au Parlement européen, on essaye d'aller expliquer nos travaux. Ça, c'est une rencontre organisée à l'école normale supérieure rue d'Ulm à Paris. Et on a, voilà, aussi je vais évoquer ce point, une collaboration privilégiée avec un collectif d'artistes qui s'appelle Étrange Miroir, avec laquelle on a réalisé une exposition qui s'appelle Moving Beyond Borders, qui n'est pas celle que je présente ici, mais je vous en dis 2 mots quand même, donc qui est une exposition. Donc là, tout a été bâti par le collectif Étrange Miroir et les travaux cartographiques et photographiques sont issus des chercheurs et militants du réseau Migre Europe. Donc, c'est une exposition itinérante qui articule des cartes projetées sur des pupitres comme ça, avec un son qui vient raconter ces cartes-là, sous forme de livres en bois. Quand on tourne les pages, les informations arrivent les unes après les autres, et un son avec parfois des sons faits par nous. Il y a de la musique, et il y a aussi des paroles de migrants.
Voilà, quelques petits exemples. Donc, c'est des cartes et des photographies parce que notre volonté, c'est vraiment de ne pas rester cantonné dans le champ académique à produire des images pour les collègues, mais d'essayer vraiment de prendre les savoirs du milieu académique pour les projeter dans la société civile. Donc ça, c'est une carte de l'exposition qui a été réalisée, que j'ai réalisée avec Lucie Bacon, qui montre l'itinérance de cette exposition qui est elle-même migrante. Voilà, et avec ce collectif Étrange Miroir, donc l'exposition Moving Beyond Borders, elle est un peu ancienne, mais on travaille actuellement sur un autre projet qui consistera à projeter des cartes, des images sur les murs de la ville. Donc pour l'instant, on est en train de construire ça, c'est un petit peu tôt pour en parler. Et du coup, un des grands chantiers qui nous occupe beaucoup avec Migre Europe et le groupe Carto du réseau Migre Europe, c'est la réalisation d'Atlas. Donc le premier datait de 2009, on a une deuxième édition en 2012 qui a été traduite en anglais, et puis une troisième version en 2017 qui a également été traduite en anglais. Donc la plupart des cartes de l'exposition dont je vais parler maintenant sont issues de ce troisième atlas des migrants en Europe, donc dont le sous-titre est Approche critique des politiques migratoires. Voilà, on est bien là dans une logique de cartographie critique et de contestation d'une politique migratoire menée par les États européens et l'Union européenne. Alors, quelle est notre démarche derrière cette production cartographique et la réalisation de ces atlas? Pour prendre le dernier atlas, on a à l'intérieur à peu près 90 cartes graphiques et dessins qui sont réalisés par une vingtaine de cartographes, sachant que les textes, c'est à peu près 70 personnes. Donc, on a là une masse de personnes assez impressionnante pour réaliser un simple ouvrage, mais ça c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous, c'est-à-dire que rares sont les cartes qui ont été réalisées par une seule personne, c'est souvent plusieurs personnes qui ont interagi avec des compétences différentes, les cartes font des allers-retours entre les textes et les cartographes, les auteurs des textes et les cartographes, et on a souvent un certain nombre de versions assez impressionnantes avant d'aboutir à la carte finale. D'ailleurs, quand je dis une vingtaine de cartographes, il y a des gens comme des personnes comme Françoise Bauken, qui sont par exemple spécialistes de la cartographie, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont envie de raconter graphiquement des choses, mais qui n'ont pas été formées spécialement en cartographie, qui de fait deviennent cartographes par le fait de réaliser ces cartes-là, mais ont d'autres spécialités beaucoup plus thématiques ou liées au terrain. Voilà. Alors dans cet atlas aussi, on va essayer de raconter les choses à différentes échelles, c'est-à-dire qu'on aura des cartes à l'échelle mondiale et des cartes très localisées, et on va essayer d'articuler tout ça. Et on a, donc c'est une volonté, ça a été dit dans la discussion préalable, un choix très fort d'hétérogénéité graphique. Effectivement, on n'est plus du tout dans l'idée d'avoir une charte graphique qui va harmoniser toutes les cartes, mais on a mis en place ce qu'on a nommé, ce que Philippe Rekasevich a nommé une charte graphique résiliente, c'est-à-dire on définit un tout petit nombre d'éléments communs, comme la barre d'échelle, comment écrire les sources, une police de caractère, sauf si il y a une nécessité d'en déroger parce que pour porter le message. Donc on définit un certain nombre d'éléments, et à l'intérieur de ce cadre-là, on a le libre choix des couleurs, des tracés, de l'expression graphique en général. L'idée, c'est de produire donc une exposition ou un atlas qui ne soit pas ennuyeux à regarder et avec une hétérogénéité graphique extrêmement forte. Oui, autre point dans cet atlas, donc on va aussi retrouver ça dans l'exposition, c'est que en fait, chaque thème était articulé sur un système de 4 pages avec 2 textes et 2 représentations graphiques, 2 planches cartographiques. Donc, un texte général qui va exposer un peu
exposer une situation générale et qui va être souvent associée à une carte plutôt à l'échelle mondiale ou européenne et plutôt avec un style graphique classique, académique, SIG, Illustrator, pour essayer de refléter une espèce de neutralité, d'objectivité scientifique. Et puis, à ça sont associées deux autres pages avec un texte qui va plutôt raconter une expérience de terrain, le franchissement d'une frontière, une situation d'enfermement, etc. Et une représentation cartographique plutôt sensible, subjective, qualitative, plutôt vue du terrain. Donc là, on va mobiliser le dessin, le tracé à la main, ou des choses comme ça, pour essayer d'avoir cet aspect objectif-subjectif, sachant que tout ça est raconté au début de l'ouvrage, où on explique qu'on utilise beaucoup la cartographie, mais en même temps, on avertit le lecteur que la cartographie a une dimension subjective et qu'il faut s'en méfier, que c'est une narration, une rhétorique, etc. Donc on joue un peu double jeu, si on peut dire. Donc maintenant que ce contexte de production est bien saisi, je vais vous montrer un certain nombre de cartes, je ne vais pas toutes vous les montrer, qui font partie de cette exposition qui est également accessible sur le site de Cartomob. Là, si vous voulez y accéder après cette présentation, c'est tout à fait possible, sachant que chaque carte est associée à un texte qui raconte aussi cette carte-là. Donc, c'est une exposition qui peut vivre très bien toute seule en regardant la carte et en lisant le texte qui est à côté. Alors, ce premier exemple de carte, elle montre le parcours d'Ahmed de l'Algérie vers l'Angleterre de 2012 à 2017. Donc, elle a été racontée hier par Morgane Dujmovic. Donc, l'idée, c'est que à gauche, Ahmed est en situation irrégulière, à droite, en situation régulière, à droite, il est en situation irrégulière, et son parcours de vie oscille entre les deux. Du coup, cette carte vise à interroger les catégories, la distinction entre légal et illégal, car dans la réalité, une personne migrante, elle est souvent tantôt sans papier, demandeur d'asile, détenu, libre, réfugié, expatrié, débouté, etc. Pourtant, c'est toujours la même personne dont la situation varie. Donc l'idée, l'intention de cette carte, c'est de dénoncer une absurdité qui consiste à trier les bons et les mauvais migrants, car avec cet exemple, on voit que c'est une appréciation qui varie en fonction des temps et des lieux. Donc après cette critique sur les catégories, ici, on interroge plutôt les représentations cartographiques. Donc cette carte représente le parcours de YM. Donc je précise que les noms ont été transformés pour être partagés sur ces cartes. Donc YM, il est parti de Kaboul en 2008 pour arriver à Hambourg en 2011, après un parcours chaotique, sinueux. Donc son itinéraire est dessiné en noir sur fond bleu en bas de la planche cartographique. Et cet itinéraire est mis en regard avec la carte de l'agence Frontex, dont là je me rends compte qu'il y a un petit bug d'affichage sur l'épaisseur des flèches rouges. Donc l'agence Frontex qui est l'agence qui a pour mission de protéger, de contrôler les frontières extérieures et qui réalise un certain nombre de cartes avec des flèches rouges souvent extrêmement massives, pointées de façon unidirectionnelle vers l'Europe, occultant complètement les flux sud-sud et qui véhiculent à travers des cartes une rhétorique cartographique qui n'est pas neutre. Les flèches rouges sont menaçantes et véhiculent une espèce de message d'invasion. Donc, face à ces flèches rouges, on a choisi, donc avec Françoise Bauken, d'opposer un parcours individuel qui a duré 3 ans, qui est riche et complexe, bref, des éléments de vie humaine qui méritent d'être racontés. Donc, ce jeu d'échelle ici sert à humaniser le propos migratoire.
cette volonté de raconter les parcours, cette volonté de narration, elle est très claire ici avec cette planche en bande dessinée cartographique réalisée par Lucie Bacon, dont on a parlé à plusieurs reprises au cours de ce colloque. Ici, l'histoire parle de deux camps de centres de rétention en Bavière, à Bamberg et Manching, et de personnes originaires d'Albanie, de Kosovo ou de Serbie qui s'y retrouvent enfermées. Donc, le but ici de cette image, de ces vignettes, c'est de montrer le rôle des camps, mais aussi le rôle rhétorique qu'ils jouent pour un certain nombre de dirigeants politiques. Donc ici, c'est ce qu'on voit là. Donc ce qui permet de tenir un discours de fermeté en disant que l'enfermement peut durer longtemps et dire qu'on contrôle ses frontières. Et cette planche, elle dénonce aussi l'absurdité de trier les bons et les mauvais migrants. C'est une thématique qui revient assez souvent. Au final, l'idée là, c'est de dénoncer des politiques migratoires qui sont absurdes, inhumaines et inefficaces. Ici, avec cette carte réalisée par Olivier Clochard, ce qui est montré, c'est l'inefficacité de la politique de relocalisation au sein de l'Europe, voilà, qui est dénoncée. Cette carte, elle montre les personnes relocalisées depuis les hotspots. Alors, je rappelle que les hotspots, c'est ce dispositif qui a été mis en place au moment de la crise migratoire de 2015 et même un peu avant en réalité, pour identifier, enregistrer et prendre les empreintes digitales de ceux qui arrivent en Europe. Donc, les hotspots sont situés en Grèce et en Italie. Donc, c'est un dispositif censé répondre à l'afflux de migrants. Or, en réalité, ils sont surchargés et tandis que le nombre de réfugiés réellement localisés est infime par rapport à ceux qui devraient l'être, moins de 18% en réalité. Donc là, on a une carte qui montre une usine à gaz qui en réalité ne fonctionne pas. Alors, dans l'exposition, il y a aussi un certain nombre de cartes simples. Ici, c'est une carte choroplète, deux cartes choroplètes à l'échelle des pays, donc pour lesquelles on a mis un petit style graphique aussi réalisé dans Illustrator. Donc ici, ces cartes-là visent à dénoncer la criminalisation des migrations. Elles montrent que dans certains pays, la loi prévoit une amende et une peine de prison au moment de l'entrée sur le territoire, mais aussi parfois pour ceux qui sont déjà là et qui n'ont pas de titre de séjour en règle, par exemple en France et en Allemagne. Et puis il y a aussi la question des visas. Donc ça, Olivier Clochard en a parlé dans sa présentation. Donc le point de départ de cette carte, donc c'était les données sur les visas. On a regardé quel pays avait besoin d'un visa préalable pour se rendre en Europe, aux États-Unis, en Australie, au Japon, et en empilant tout ça, on s'est rendu compte que ça construisait un espace mondial coupé en deux, d'où le titre de la carte Deux mondes en visa-vie, avec un jeu de mots sur visa. Donc, on a d'une part les ressortissants des pays riches qui peuvent assez facilement voyager à travers le monde, et d'autre part, les ressortissants des pays pauvres qui ne peuvent facilement accéder aux pays riches sans visa préalable. Donc, on a d'un côté 62% de la richesse pour 15% de la population, et de l'autre côté 85% de la population et une part infime de la richesse. Donc, pour reprendre les mots de Philippe Rekasevich, on a d'un côté les pays sanctuarisés, riches et qui ont des possibilités de mobilité, et de l'autre, les pauvres qui sont astreints à l'immobilité ou à se déplacer via des mobilités dangereuses, létales et illégalisées. Et entre les deux, on a tout un tas de dispositifs, murs, radars, caméras thermiques, drones, etc., pour cloisonner ces deux mondes. Donc, l'intention première de cette carte, c'était vraiment de lier l'idée de la mobilité avec l'idée de la question sociale. Et voilà. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que même si nos travaux cartographiques focalisent principalement sur l'Europe, on a
relater également un certain nombre d'histoires migratoires qui ont lieu bien au-delà de nos propres frontières. Donc cette carte-là de Lucie Bacon que vous avez évidemment identifiée au premier coup d'œil, elle décrit l'enfer d'Abdelkader, qui est parti du Cameroun en octobre 2008 pour finalement être reconduit au Cameroun en décembre 2009 sans jamais avoir atteint l'Europe. Donc elle raconte l'histoire d'un calvaire, d'un retour forcé au pays, expulsé d'Algérie, il se retrouve enfermé, racketté, bloqué en plein soleil, à dormir à même le sol, à manger de la nourriture périmée, sans soin, pour finalement être abandonné à la frontière du Cameroun. Voilà, c'est une carte qui raconte aussi la violence des frontières bien au-delà de l'Union européenne. C'est aussi une thématique qu'on évoque souvent, c'est toutes ces logiques d'externalisation des contrôles, c'est-à-dire que l'Europe fait pression assez fortement sur les pays voisins pour que les migrants soient arrêtés bien avant de même tenter le voyage en Méditerranée ou vers l'Europe. Voilà, aussi ce qu'on voit à travers cette carte, c'est que les voyages peuvent être très longs. Donc là, ça décrit un parcours qui aurait duré 16 mois de Kaboul à Calais. Donc 16 mois, c'est extrêmement long, mais le voyage clandestin, qui est la seule possibilité de mobilité pour beaucoup, conduit souvent à l'errance. Et du coup, les politiques migratoires qui visent à fixer les migrants en dehors des frontières de l'Union européenne, cette fameuse politique d'externalisation, conduit souvent à des situations tragiques et à un épaississement temporel des frontières, que c'est dur d'essayer de se rapprocher de l'Europe, ce qui fait que pour nombre de migrants, le voyage final ne correspond bien souvent pas à celui qui avait été imaginé à la base. Alors cette carte assez spectaculaire, elle raconte le parcours d'Amadou et de Diallo, qui sont deux personnes qui viennent de Conakry en Guinée et de Bamako au Mali. Là, c'est la ville où elles se sont rencontrées. Ce que montre la carte, c'est que chaque parcours est semé d'embûches, enfermements, raquettes, attestations. Voilà, pour revenir sur la carte précédente, il y a beaucoup d'informations qui sont souvent écrites sur les cartes, donc il faut prendre un temps pour se les approprier, les lire, etc. Donc sur cette carte, les personnes migrantes se retrouvent souvent piégées, donc il faut choisir à tout moment entre est-ce qu'on continue le chemin ou est-ce qu'on rentre chez soi. Et il y a aussi sur cette carte les cercles qui correspondent au temps d'enfermement dans les différents pays, donc leur surface est proportionnelle au temps d'enfermement. En résumé, plus on s'approche de l'Europe, plus les migrants sont immobilisés. Donc là, on a une carte qui parle d'elle-même. Et puis enfin, même si on est un collectif de chercheurs et de militants, il nous a semblé aussi important de laisser la place aux personnes migrantes dans la réalisation des cartes. Donc c'était le cas pour la première carte que j'ai montrée, mais c'est également le cas sur celle-ci. Donc Mustapha, c'est un Kurde syrien, il est fleuriste, né à Afrin en Syrie, qu'il quitte en 2013. Et là, la carte présentée ici, elle a été dessinée par lui à Athènes, au City Plaza en 2016. Les mots sur la carte sont les siens. Il raconte son état d'esprit, ses craintes, ses peurs. Bref, tout son parcours depuis la Syrie jusqu'à sa relocalisation heureuse, écrit-il sur la carte, en France, à Bordeaux. Et puis, trois petites cartes rapidement pour finir, parce que l'énumération est assez longue. Donc, il y a trois cartes qui concernent la France. Donc ça, c'est une carte dessinée à la main par Morgane Duchmovic aussi, qui a été présentée par Olivier Clochard aussi, je crois, et donc réalisée par Morgane et Thibaut Dufay, qui est guide en montagne, et qui focalise sur la frontière franco-italienne au niveau de la vallée de la Roya, dont on entend beaucoup parler, notamment à travers les actions de Cédric Héroux. Donc on est là entre Vintimille et Menton.
où se retrouve une route migratoire ancienne. En fait, on est en réalité là dans une vallée qui est à cheval sur deux pays et dans un lieu où il faut se rappeler que quand Schengen a été mis en place dans les années 90, les postes frontières ont été vidés, détruits, etc. Mais à partir de 2011 et surtout 2015, avec l'augmentation des arrivées migratoires, ça a déclenché une espèce de crise qui a conduit à un durcissement des contrôles un peu partout, dans les trains, sur les routes, des points de passage, des checkpoints, des hélicoptères, des drones, etc. Bien sûr, des contrôles qui ne visent que les Noirs, bien évidemment. Et donc, pour passer et pour éviter la route normale, on est obligé de prendre d'autres chemins. Donc là, c'est ce que symbolise toutes ces flèches roses. Donc là, on a une carte compliquée, sinueuse, entremêlée, et c'est une volonté aussi graphique pour raconter une réalité sur place complètement inextricable. Alors à Paris aussi, même genre de situation. Donc ça, c'est une carte qui a été initiée et réalisée par le collectif parisien de soutien d'exilés, collectif de soutien aux migrants d'Auxerre-Lys, la Chapelle de Boue, etc. Elle montre une chronologie des campements connus dans Paris de 2010 à 2016. Le but ici, c'était de montrer à l'échelle locale les campements informels, mais aussi des lieux de solidarité, des tensions, de harcèlement policier, bref, des situations qui émergent quand les exilés se retrouvent coincés, malgré eux, sans aucune solution, dans des bidonvilles, des jungles, des campements. Donc en gros, on a là une carte qui dénonce une crise de l'accueil, mais qui montre aussi des capacités de résistance assez fortes face à ces situations inacceptables, comme par exemple la réquisition citoyenne de bâtiments. Et puis Calais, pour finir, parce que c'est pas un petit sujet, ce qu'on voit à la Roya ou dans le Nord parisien, comme ailleurs en Europe, d'ailleurs depuis 2015, on le voit aussi donc à Calais, des courses-poursuites avec la police, des cache-cache avec les voisins, des polémiques médiatiques contre les migrants sur place, etc. Il y a aussi beaucoup de gestes de solidarité mis en place par les associations, les ONG, des collectifs informels. Donc à Calais, on est là face à une volonté de ne pas fixer les populations ici, mais en même temps sans proposer de situation réelle. Donc là aussi, on a une situation intenable. Donc tout ce travail cartographique du réseau Migre-Europe se poursuit donc à travers les notes, à travers nos travaux au fil de l'eau, mais également, là en ce moment, on travaille à la réalisation d'un nouvel atlas, donc qui va changer un peu d'angle d'approche. Ça ne sera pas un atlas qui focalisera sur l'Europe et qui sera sur une critique des politiques migratoires. Là, on a choisi de changer d'échelle et donc passer à l'échelle mondiale et de raconter les différentes formes de liberté de circulation à travers le monde, dans l'espace, à travers le temps. Donc voilà. Donc là, ce travail a démarré depuis peu. La rédaction des textes a bien commencé et on commence donc avec David Lagarde, avec qui on coordonne cette partie cartographie, à réaliser les cartes. Donc, des cartes qui seront, on l'espère, également très variées au niveau des styles graphiques et au niveau des propos qui sont tenus. Voilà, donc je n'ai pas présenté toutes les planches, mais grâce à Françoise, elles sont toutes accessibles en ligne sur le site de la conférence Cartomob. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Il y a souvent beaucoup de choses à lire dessus, mais si on passe un peu de temps, on comprend la logique. Il y a un texte à côté qui vient décrire la carte ou raconter plutôt une situation qui est en lien avec la carte qui est à côté. Voilà. Eh bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et David, François, si vous avez des éléments à rajouter, n'hésitez pas non plus.